Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Jean-Marie Le Gall et nous allons parler de médiumnité. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Jean-Marie Le Gall, bonjour et merci d'être avec nous. De même, enchanté. Alors, nous allons parler de médiumnité, de contact avec les disparus. Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Quel a été votre parcours? Eh bien, écoutez, elle a commencé dans la tendre enfance, aux grandes dames de mes parents qui me voyaient me précipiter dans leur chambre à coucher en leur disant je vois la nuit ou pendant la journée des personnages qui me d'une façon tout à fait palpable ou qui me parlent, et donc dans les éléments nocturnes qu'il se passait, mes parents se précipitaient avec moi dans la chambre, allumaient en grand la lumière et là me disaient écoute, non Jean-Marie, il n'y a rien, tu as fait un cauchemar, tu as rêvé. Donc c'était, pour un très jeune enfant, ça a été très 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 difficile à gérer, jusque pour faire concrètement un épisode qui a été important, qui s'est déroulé dans les années, effectivement, je situerai dans les années 74, où j'allais en vacances en Bretagne et où je me suis retrouvé chez une tante par alliance à mon père, à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère, et il y avait un petit manoir tout à fait, je dirais, écossais, irlandais, et vraiment le décor était planté avec les arbres, les pierres épaisses, les grandes pièces assez mal éclairées, une tante très âgée et un peu cadavérique, je tiens à le dire, et lors d'un dîner, après, lorsque nous sommes allés coucher, nous sommes montés au premier étage de ce petit manoir. Tante Anne m'a indiqué une chambre, celle de mes parents. Nous nous sommes couchés respectivement. Et là, vers 3 heures du matin, à ma plus grande stupéfaction et peur, je sentais quelque chose de très inhabituel, comme si mes draps descendaient de mon lit. Alors, j'ai allumé la lumière spontanément. J'ai trouvé ceci en bas de mon lit. Je me suis dit peut-être, dans un mouvement nocturne inconscient, j'ai dû pousser avec mon pied les draps. Donc, j'ai remonté machinalement les draps. Et au moment où j'ai réatteint la lumière, là j'ai ressenti le même phénomène, j'ai allumé la lumière, j'ai vu ce drap, je dis bien de visu, descendre jusqu'en bas de mes pieds, j'ai rééteint la lumière, et là j'ai vu devant moi, comme pourrait-on dire, se matérialiser en 3D, sortant des murs, comme un hologramme, en laissant trouver des mots le plus humain possible, des visages, avec en plus le buste complètement qui se dessinait, sur ces têtes des espèces de casques qui avaient l'air être des casques allemands, un haut d'uniforme qui me semblait être habilité à des soldats ou des officiers, et venant m'entourant auprès de mon lit. Vous imaginez pas la peur et la stupeur que j'ai pu avoir, au point qu'à l'époque, croyant que je rêvais, je me suis mordu au sang. J'ai essayé de sortir quelques mots de ma voix qui étaient complètement étranglés. Je me suis mis, ce qui peut paraître ridicule, sous les couvertures, claquant des doigts en attendant que ça passe. Finalement, j'ai refait surface, si je puis dire, et j'ai vu ces formes lumineuses repartir et se dématérialiser à travers le mur. Le lendemain matin, nous arrivons au petit déjeuner. Tante Anne ainsi que mes parents demandent si la nuit s'est bien passée. Je vous avoue, je garde le silence. J'évoque seulement avec cette personne un peu demandant l'historique de ce manoir, s'il était ancien, voilà. Et je vois tante Anne qui me dit, mais écoute Jean-Marie, oui, il a cette sacrée histoire, et je peux te dire maintenant, au premier étage où a dormi tes parents, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands étaient arrivés jusqu'en Bretagne, tout le monde le sait. Le manoir avait été réquisitionné. Dans la chambre de tes parents dormaient les officiers de la Wehrmacht, mais par contre, dans ta
sa chambre, il y avait tous les simples soldats et surtout des soldats qui venaient du front de l'Est. Vous imaginez pas la stupéfaction. J'étais à ce moment-là en train de manger tranquillement un croissant et un chocolat au lait. Le croissant s'est retrouvé dans le bol de chocolat avec des yeux complètement ouverts et ahuris. Je me permets de vous citer cette anecdote à des fins pour un peu faire présenter ce genre de manifestation. Et ça n'a pas été du tout évident. Après, il y a eu d'autres épisodes, jusqu'au jour où, effectivement, dans les années 75, lors d'un repas familial, alors il faut replacer à l'époque, il n'y avait pas tant d'émissions que maintenant, c'est vrai, oui. tant de radio, tant de revues, d'émissions radio ou web, maintenant Internet. Et lors d'une soirée amicale avec des cousins qui habitaient à l'époque à Saint-Mond-des-Tourelles, le sujet est venu à parler de médiumnité, de philosophie spirit, d'écriture entre guillemets automatique, de table tournante, de choses comme ça. Les avis étaient très partagés pendant ce repas et à la fin de celui-ci, notre cousine nous a proposé d'une façon tout à fait familiale, sans rituel, sans encens, sans bougie, j'en précise, sans tout une mise en scène, d'aller tout simplement dans l'entrée de l'appartement, de prendre un petit guéridon, du reste qui n'est pas loin et que j'ai conservé. Et j'ai vu, je n'ai pas participé au départ, j'ai vu un certain nombre de personnes se mettre autour de cette petite table, poser les mains, la cousine demandant le silence, le recueillement, demandant l'inspiration, je ne savais même pas, des guides spirituels. Je regardais ça de loin, assez dubitatif, je vous avoue. Et j'ai vu à un moment donné cette petite table qui a commencé à craquer, éventuellement à se déplacer sous les doigts des gens, ou éventuellement à monter sur un pied. J'ai trouvé ça curieux, mais je me disais, bon, il y en a au moins un sur l'ensemble des personnages qui sont là, qui est en train de pousser volontairement ou involontairement cette petite table. Et c'est vrai qu'en la poussant un peu plus, ça la faisait un peu monter sur un pied, retomber. Et là, je voyais que ma cousine utilisait un code, un coup pour oui, 2 coups pour non. Alors effectivement, ça fait un peu télégraphique moyenâgeux. Surtout à l'heure d'Internet maintenant, et puis ensuite de voir un coup pour oui, un coup pour non, et puis après d'éplucher l'alphabet, 1, 2 coups, 3 coups, 4 coups, A, B, C, D, ce qui a été suffisamment long dans le temps, jusqu'à obtenir un message, René, qui semblait être la présence de mon oncle, de mon grand-père défunt. Et puis c'est vrai que les gens ont commencé un peu à se lasser au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure de ce genre de choses. Je regardais toujours cette scène d'une façon observatrice. Et puis ma cousine m'a dit, mais Jean-Marie, pourquoi tu viens? Et finalement, on s'est retrouvés à 3 personnes, ma maman, qui continuait à jouer le jeu, si je peux dire, ma cousine et moi. J'ai posé les mains sur ce guéridon qui a commencé à craquer, et je me suis dit, de toute façon, comme moi je ne pousse pas la table, soit c'est ma maman volontairement ou inconsciemment, ou ma cousine, qui manipule la table. Ma mère s'est retirée, donc on s'est retrouvé avec 2 personnes, l'un en face de l'autre. Et puis là, c'était soit moi qui trichais, et je ne le faisais pas, soit elle qui manipulait la table. Et là, il y a eu un moment, je dirais tout à fait bouleversant, où brutalement ma cousine a retiré les mains, donc je me suis retrouvé, si je peux dire, en tête à tête avec mon guéridon. Et là, sous mes doigts, avec une grande frayeur, j'ai senti des craquements dans la boisure. Alors, j'ai assimilé ça à un mouvement peut-être inconscient de mes mains, ou à la chaleur dégagée de mes mains qui aurait pu travailler le bois, jusqu'au moment où j'ai vu véritablement cette petite table, je dis bien, glisser sous mes doigts, m'échapper complètement et se projeter sur la porte d'entrée. Je dis bien se projeter. Oui, en effet, oui. Donc j'ai récupéré le petit guéridon, nous nous sommes remis à 3 ou 4 et ça a commencé à taper. C'est moi, René, ton grand-père, Jean-Marie, médium. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais obligé de demander ce que c'était. Alors, on m'a dit qu'il y avait, alors je parle en termes d'hypothèse, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y avait un autre monde et que par l'intermédiaire de gens sensitifs, qu'on appelait des médiums, ils pouvaient servir d'intermédiaire entre, je dirais, la ciel et la terre, pour prendre une image. Nous avons terminé cette séance, moi j'étais mort de trouille, et disons une fois par mois, ses cousins venaient assez régulièrement, et je dirais d'une façon avec beaucoup d'amour et d'humour, nous taquinions les tables. Jusqu'au jour où dans cette année 75, en fin d'année, vers la période du mois de novembre, nous refaisons une petite
séance, je dirais, hebdomadaire de médiumnité. Je dis pas de spiritisme parce que le spiritisme est une philosophie spirituelle, Tout à fait, oui. alors que la médiumnité est une qualité de sensibilité que les individus ont. Faut pas tout mélanger. Ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Et donc, lors de cette séance de médiumnité, la table, nous posons des questions et j'avais mon oncle, qui s'appelle aussi René, qui devait partir en Polynésie française. Et effectivement, on posait à l'époque des questions très, très basiques. Ce qui va se passer ci, ce qui va se passer ça. C'est vrai que je vous avoue, ça volait pas très très haut. Et nous avons demandé à cette entité, entre guillemets, par l'intermédiaire de cette table, si le voyage de mon oncle René allait bien se dérouler, puisqu'il était comptable et devait se rendre en 1976 en Polynésie française pour travailler comme comptable. Et là, la table, entre guillemets, refuse de parler, et à un moment donné, elle se met sur un pied, elle se rabat brutalement, et elle commence, comme les autres séances, à épeler, si je peux dire, un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, et nous obtenons, alors A, B, C, D, vous voyez Oui, absolument. Oui. Alors c'est un peu long, et on obtient un mot terrible, mort, M-O-R-T. Ah oui. Ma cousine dit, ça veut dire que l'oncle René sera décédé? Oui. Je peux vous dire qu'instantanément, nous avons arrêté la séance de médiumnité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les mois ont passé, nous étions en novembre 75. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vraiment mis ça de côté. L'année 76 est arrivée. Je vous passe les détails des mois. Nous arrivons en septembre 76. Et là, le drame, mon oncle décède d'un arrêt cardiaque. Ah, en effet. Et ne part pas en Polynésie. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est la suite. Alors, j'essaie de faire du concentré. Allez-y. Suite à son décès, qui s'est déroulé dans un espace public, c'est-à-dire dans le lieu de travail de mon oncle, nous devions le rejoindre, c'était le 15 septembre 76, avec mon père qui travaillait à l'époque à Montreuil, pas très très loin, nous devions nous rendre à la piscine municipale. Et c'est vrai que ce 16 septembre, nous attendions tranquillement de nous rencontrer au pied de la piscine. Donc nous y allons et personne ne vient. Donc c'était quelqu'un qui était très pointu dans les horaires. On peut toujours avoir 2 minutes de retard, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et mon père, nous décidons d'aller sur son lieu de travail qui était à 2 pâtés de maison. Et là, nous voyons un attroupement, un SAMU, la police et tout. Nous interpellons les gens. Et là, d'une façon brutale, mon père apprend que son frère, qui était comptable, et apparemment, Monsieur Le Gall, comptable de cette boîte, était décédé. Donc immédiatement, nous rentrons, nous rencontrons le directeur de l'établissement. Je vous passe les détails administratifs. Ouais. Et donc, immédiatement, mon père me dit, écoute Jean-Marie, le mieux, t'es pas loin de Saint-Mandé, tu vas aller chez Claude et Monique, moi je préviens de la famille, et je fais le nécessaire. Donc je me retrouve chez mes cousins Claude et Monique, dans le début de l'après-midi, et là, au moment où je rentre dans leur petit appartement, à Saint-Mandé, la boisure commence à craquer, on entend des coups dans les murs. Alors la première réaction, je dis, il y a des voisins, mais il n'y a personne au-dessus, il n'y a personne en dessous, on va vérifier sur le palier en face, il n'y a personne, on descend en dessous, il n'y a personne, à moins de se dire d'être sadomaso, de prendre un bout de bois et de taper sur le sol du salon. Et là, nous nous regardons un peu d'un air un peu interrogateur et on se dit, peut-être, pourquoi pas, que peut-être cette personne décédée veut se manifester. Donc nous recommençons cette séance habituelle de table. L'entité se présente, René, mon oncle, en disant « Je suis décédé à carte sourcilière, mort à 12h20 » et nous donnons vraiment des détails techniques. Précis, oui. Nous gardons précieusement ces renseignements. Le lendemain, celui-ci étant mort sur voie publique, était gardé à la morgue. Je n'y suis pas allé. Mon cousin Claude y est allé. Je suis resté avec Monique. Mes parents sont allés à la morgue, ainsi que la femme du défunt. Et là, pendant cette attente, à notre grande surprise, coup dans les murs, répétition des mêmes phénomènes. Nous prenons le petit guéridon, l'entité, entre guillemets, dit c'est une nouvelle fois moi, René, j'ai un message à vous donner, et vous allez voir des petits détails tout simples. Ouais. Je m'excuse, j'ai oublié de remettre le chèque pour le garage. En effet. C'est très spirituel. Ouais. Et à un moment donné, il lui dit, on est en train de me changer, on me change mes habits. Donc nous notons très soigneusement ces informations. Et le soir, toute la famille Le Gall se réunit, y compris la
pour si je peux dire, un buffet froid avec la femme du défunt. Et Claude nous confirme déjà l'heure du décès qui correspondait aux informations que nous avions reçues, aux détails cliniques, effectivement, que quand il disait il est décédé, arcade sourcilière gauche, je suis tombé, j'ai fait un infarctus, j'ai heurté mon bureau, tout allait dans le sens du message reçu. Et moment vraiment bouleversant, ma tante qui était très très bouleversée par son mari décédé, avait récupéré à l'hôtel de police son alliance, ses papiers, et dans d'un espèce de tremblement, ce qui est tout à fait compréhensible, laisse tomber le portefeuille de son mari qu'elle avait récupéré par terre, le ramasse, et ce portefeuille s'était ouvert complètement. Mmh. Et avant de le refermer, elle voit une espèce de petit papier rose qui sort, et au lieu de le rentrer, elle le retire. Et elle nous regarde et elle nous dit, dans un sanglot, vraiment ton oncle était déjà parti dans sa tête en Polynésie, il a oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture. En effet, vous aviez la preuve là. Preuve. Je parle de faits. Après, oui. je laisse aux auditeurs les conclusions qu'ils en veulent. Moi, je suis là pour partager, témoigner. Après, j'ai une conviction personnelle. Oui, après, que ça soit avec mes amis psychanalystes, psychiatres, certains, ou parapsychologues, on a exploré toutes les pistes de possibilités d'explication. Mais il faut reconnaître que des fois, l'explication spirite me semble pouvoir être retenue. Et détail intéressant, nous faisons part à ce moment-là des seconds résultats de séances de médiumnité que nous avons obtenus, et il se révèle qu'au moment où mon oncle, entre guillemets, se manifeste et dit « on est en train de m'habiller, Patrick ne pleure pas », Patrick étant un de ses fils, ça correspondait au niveau de la morgue au moment précis où on lui mettait son habit mortuaire. Et c'est pas la première fois qu'on entend des récits d'une telle précision. Voilà. Ah, voilà, alors je vous cite des anecdotes quand même très troublantes. Il y en a aussi, pour vous donner, aller dans l'essentiel, une très bouleversante, qui s'est déroulée dans les années 84-85, lors d'une nuit. J'ai intitulé dans mon ouvrage ce chapitre « Une nuit insolite, le visiteur nocturne ». C'était en pleine nuit et vers 3h du matin, je suis réveillé brusquement, un peu comme dans les phénomènes de 74, par une voix extérieure, alors je précise pas une voix à l'intérieur de la tête, une voix à l'extérieur qui me demande de prendre une feuille de papier, un crayon. Alors bien sûr, vu de loin, on peut se dire le pauvre garçon, il est devenu complètement paranoïaque ou surtout schizophrène. C'est arrivé à Patricia Daré justement il y a peu de temps. Tout à fait, j'ai lu son ouvrage et je m'y suis beaucoup retrouvé. Donc, après cette insistance de ce personnage qui se présentait comme Pierre, je prends une feuille de papier que j'ai toujours précieusement gardée et je commence à écrire le message suivant que j'ai sous les yeux. Pour Albert, qui est le prénom de mon père, Clermont-Ferrand, classe de mathématiques du 3e degré, te souviens-tu, ici Pierre Pécois, ce fut en décembre, le 20 décembre 1941, notre supérieur s'appelait Barrier, la vie continue. Et je me retrouve avec cette feuille d'écriture automatique. Le lendemain, je me rends au domicile familial, je fais part à mon père de cette nuit un peu agitée, et je lui remets en main propre ce document. Et je le vois, mon père était quelqu'un de très solide physiquement et psychologiquement, ouvert mais très prudemment dans ce domaine-là, et j'ai vu véritablement cet homme devant moi devenir livide, se mettre à larmoyer, à pleurer, aller dans son bureau et revenir avec un papier vert, avec une jeune femme dessinée, bien stylée. Je ne comprenais pas de ce que ça voulait dire, et je vous confie ce qu'il a écrit comme témoignage. Allez-y, oui. Il met, mon fils Jean-Marie, qui habitait à l'époque rue du Théâtre, dans le 15e arrondissement, nous rendit visite. J'ai reçu un message pour toi cette nuit, me dit-il, en me tendant une feuille de papier sur laquelle était griffonné, parfaitement compréhensible. La lecture du dit message me laissa complètement stupéfait, et pour cause. Il lui avait été dicté par un de mes anciens camarades de collège 1941, dont je ne lui avais jamais parlé et qu'il n'avait bien entendu jamais connu. Il faisait allusion à un témoignage de satisfaction que nous recevions si mérité à la fin de chaque trimestre lors de la remise des notes. Il s'avère que cela s'est bien passé le 20 décembre 1941, que notre s'appelait Barrier,
j'ai retrouvé la confirmation lorsqu'en rangeant ma bibliothèque, je retrouvais le fameux témoignage de mon copain qui m'avait offert et avait dessiné au verso le portrait d'une charmante demoiselle. Et ce qui est intéressant, bien sûr là les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais dans l'ouvrage, j'ai mis effectivement ce témoignage de satisfaction, ainsi que l'écriture automatique. Mais les personnes qui éventuellement feuilletteront cet ouvrage verront quelque chose qui est très percutant, c'est que l'écriture automatique dans la signature du supérieur Arié et dans le témoignage de satisfaction signé effectivement de ce superviseur, les initiales du départ de ce monsieur sont absolument identiques. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous parlons de médiumnité, c'est la clé du mystère, et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Le Gall. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, tout au début de notre conversation, tout au début de l'émission, vous nous parliez de l'arrivée de ces entités qui se sont matérialisées comme ça. Alors une fois matérialisées, ces entités, est-ce qu'elles étaient aussi nettes qu'une personne incarnée sur Terre ? Eh bien, ça, pour être honnête, ça dépend des fois. Des fois, c'est quelque chose de très vaporeux. Des fois, j'essaie de trouver des mots humains pour pouvoir être le plus explicatif possible. Des fois, c'était très statique, comme maintenant on nous parle de projection en 3D comme un hologramme. Et effectivement, des fois, netteté qui, des fois, même dans certaines situations, je vous avoue, de ma vie, me pose des problèmes parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait partie de notre réalité, c'est-à-dire monsieur tout le monde, vous comme moi, ou si c'est un personnage qui est, entre guillemets, qui vient de l'autre côté. Oui, on peut arriver à les confondre. Ça m'arrive. Je pourrais vous citer une anecdote un peu rigolote qui m'est arrivée, ou qui m'arrive, et surtout un supermarché, pour dire que vous ne préparez pas, je ne suis pas en train de courir après ces phénomènes-là. J'essaie d'avoir une vie à la fois professionnelle, familiale, classique. Mais c'est vrai que des fois, on est confronté à ce genre de situation où effectivement, je dirais, il y a un peu de tout. Ça va de la forme, d'une forme vaporeuse et lumineuse, à des manifestations où on ne voit que le haut, comme un espèce de buste, où par contre, il n'y a pas le bas. Où des fois, effectivement, il y a la présence complète, je dirais, d'un humanoïde. Et puis, des fois, avec, effectivement, les traits très distinctifs de cheveux, de visage, d'yeux, de jambes, oui. Je vous avoue, c'est très déstabilisant. C'est une question de vibration, finalement. Ben, écoutez, je pense que peut-être, bon, après, je laisse à chacun les théories qu'il veut voir. Je pense que peut-être dans ce style qu'on appellerait de manifestation ou de matérialisation, effectivement, on peut retrouver tous les états de la matière. Alors que vous est-il arrivé au supermarché ? Oh, une anecdote, c'est qu'il y a quelques mois de cela, j'étais là où vous m'appelez, je suis dans le sud-ouest de Aire-sur-la-Dour, je serais dans un supermarché, pour ne pas donner de marque, et j'attendais tranquillement en ayant fait mes courses quotidiennes le soir, j'arrive à la caisse où je passe régulièrement, et devant moi, je vois un petit couple de personnes âgées en train de remballer leurs affaires, et je dis gentiment à la caissière ainsi qu'à ce couple que je vois, je vous en prie monsieur, dame, prenez votre temps. Et je vois la caissière qui me connaissait un peu, qui avait l'habitude de me voir passer régulièrement chaque semaine, et on commence à lier un peu d'amitié, et elle me dit, monsieur Le Gall, vous devez être fatigué en fin de journée, il n'y a que madame qui est là. Et je dis, bon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et donc, cette personne se retourne, me regarde un peu d'une façon dubitative et curieuse, et elle s'en va. Je fais mes courses, je vous passe les détails, et en sortant du supermarché, qu'est-ce que je vois? Cette brave dame qui m'attend avec le caddie, qui vient vers moi, et qui m'interpelle, qui me dit, monsieur, mais pourquoi vous avez dit nous tout à l'heure? Et alors que je m'y attends le moins, elle me pose une question, mais alors vraiment, nous ne connaissions pas. Elle me dit, mais monsieur, vous êtes médium? Je n'ai aucune prétention, je dis seulement, écoute, je ne sais pas quoi lui répondre sur le coup, je dis, écoutez madame, des fois je sens, je vois des choses, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle me dit, mais ça m'interpelle, vous voulez me dire monsieur ce que, en toute sincérité, ce que vous avez vu? Et puis je commence à lui décrire un personnage qui à ce moment-là était à côté d'elle,
au départ de dos et après de biais avec légèrement le visage, que je lui ai décrit et j'ai vu cette femme complètement s'effondrer devant moi, en larmes, en me disant, mais monsieur, le personnage que vous me décrivez, c'est mon mari qui est mort il y a 3 mois. Non, en effet, oui. Bon, alors après, l'interprétation spirit dirait présence du monde de la médiumnité, ce qui est aussi tout extraordinaire, que ça soit un psychanalyste ou un parapsychologue, que j'ai puisé dans l'inconscient de la personne cette information-là, dans ma psyché, j'en ai fait une projection psychique. Après, vous savez, il y a tellement de possibilités, mais je vous cite une anecdote parmi tant d'autres. Sauf qu'on en a pris en photo. Déjà, c'est arrivé. Ah oui, c'est là que ça commence à se compliquer. Bon, après, vous avez les travaux qui ont été faits avec un médium célèbre qui s'appelait Ted Serio, qui avait la capacité psychique d'influencer une pellicule photo, y compris quand l'objectif de l'appareil était fermé, qui prouvait bien qu'en quelque sorte, la pensée est créatrice. Et la pensée, peut-être, peut effectivement avoir une action psychique sur une pellicule photo. Mais c'est vrai qu'on a des phénomènes très, très, très troublants. Je crois que plus j'avance dans ce domaine-là, j'ai au moins une certitude, c'est que je sais que je ne sais pas. J'ai une expérience, si je peux me permettre de vous l'expliquer. Je vais vous expliquer comment ça s'est produit. J'étais avec un ami assis sur un banc face à une maison. C'était ma propre maison d'ailleurs. Et je regardais tranquillement la maison. J'ai dit, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et il y avait une voiture la voiture était sur la gauche à peu près à une 30aine de mètres. Et j'ai vu une forme lumineuse, je l'ai encore dans les yeux là, au moment où je vous en parle, et d'une forme humanoïde, mais on voyait pas ni les yeux ni quoi que ce soit. Et je l'ai vu, il y avait un mouvement, comme si la personne se baissait pour ramasser quelque chose, enfin... Et j'ai dit à mon ami qui était à côté de moi, je lui ai dit, regarde, il y a quelqu'un auprès de la voiture. Moi, j'avais déjà compris de ce qui se passait, mais ça va très vite. Donc, je lui dis, regarde, il y a quelqu'un près de la voiture. Il me dit, mais non. J'ai dit, je te dis, il y a quelqu'un près de la voiture. Et moi, je me suis levé, la forme est passée derrière la voiture, et lui, il m'a suivi, il est passé derrière la voiture. Et il s'est trouvé juste à quoi 3 mètres de la forme. La forme... on pourrait dire se sentant piégé ou poursuivi, est parti dans le champ en face. Et moi, je l'ai revu à ce moment-là, et je l'ai vu, et mon ami courait après cette forme dans le champ, et je l'ai vu se dématérialiser. Et il y a eu un mouvement. On était 3 finalement dans cette histoire. Donc là, c'était pas du subconscient. Non, mais je crois que effectivement nous allons dans le même sens, tout à fait. Voilà. Non, parce que ici, si vous voulez, on dit les choses telles qu'elles sont, comme le dit Jean-Jacques Charbonnier, que nous recevons ici régulièrement. On nous dit maintenant, faut appeler un chat un chat. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, comment se traduit votre médiumnité ? Mais c'est-à-dire qu'au fil du temps, elle s'est, je dirais, un peu affinée. Et à la fois, elle a pris une orientation, je dirais, pour essayer, sans prétention, d'aider et de soulager les gens. Je reçois en tant que magnétiseur spirit pour essayer de soulager mes contemporains. Alors je précise bien, sans ni de faire de diagnostic médical, ni de médicaments, mais en étant, je dirais, un complémentaire. J'aime pas le mot parallèle. Complémentaire. Conseiller. Au niveau d'aider les gens et de recevoir individuellement, en privé, en ne promettant pas monts et merveilles à chaque fois, mais en essayant, par rapport à des personnes qui viennent en consultation privée, je dis bien d'essayer, avec beaucoup de prudence et de modestie, d'établir un contact avec des personnes qui sont passées, comme je dirais, de l'autre côté du miroir. Donc, j'essaye d'aider aussi à ce niveau-là des gens qui ont perdu malheureusement dans les tragédies, que ce soit des enfants ou dans les couples, d'essayer d'établir ou de continuer à rétablir ce lien subtil entre des gens qui sont de ce côté et les personnes qui sont passées de l'autre côté. Alors donc vous entrez en contact avec les décédés. Alors j'aime pas ce mot décédé, je dirais plutôt les désincarnés ou les gens qui sont partis de l'autre côté. Nous essayons avec, je dirais, je ne suis pas, avec un peu d'humour, je ne suis pas quand même l'internet de l'au-delà. Non, bien sûr, bien entendu, on l'aura bien compris. Voilà. Comment se passe un contact et quels sont les messages qu'il vous adresse dans certains cas? Alors, écoutez, alors d'abord au sens universel du terme, parce que je ne tiens pas à m'enfermer dans un système. Je crois que d'abord il y a une période de recueillement, sans tomber dans un rituel. Demander, pour ma part, mais ça c'est une conviction personnelle, au divin et à mes guides, s'il y a la possibilité d'établir ce contact. Et ensuite, je suis un peu comme un poste récepteur qui est en attente. Je ne convoque
convoque pas, je ne fais pas parler les morts et je ne convoque pas les morts. Que les choses sont bien claires là-dessus. Je demande s'il y a la possibilité qu'elle se fasse grâce à l'intermédiaire de ces plans spirituels. Et ensuite, je suis en attente. Et là, il y a deux phénomènes qui se passent ou qui peuvent se combiner. Soit un phénomène, ce que j'appellerais de clairaudience, en répétant simplement, je dis bien, des mots ou des phrases qu'on me dicte en quelque sorte et que j'entends très clairement à l'extérieur et non pas uniquement dans ma tête, ce qui ferait peut-être penser plus à un phénomène de dédoublement de personnalité, de schizophrénie. Donc je répète un peu comme un perroquet, ou soit par rapport au consultant qui est là, par rapport à ce que je vois, comme je vous le disais il y a quelques instants, et qui arrive lors de la séance de médiumnité, le ou le personnage qui se matérialise, qui est soit statique, soit qui sourit, ou soit effectivement qui est là dans un certain type d'habillement ou de mimique, et je retranscris le mieux que je peux avec mes mots à moi, en décrivant le personnage ou les personnages qui sont devant moi. Et ça arrive où effectivement, je dirais, on a le sonique et le visuel, et là on a une espèce de dynamique en mouvement où effectivement il y a la présence, je dirais, de l'entité qui se communique, je dirais, un peu comme télépathiquement, et je retranscris le visuel et l'auditif. Et c'est vrai que là on a si je peux me permettre, des témoignages de personnes, c'est très troublant. C'est d'autant plus troublant que quand on obtient des informations, ça je tiens à le préciser par rapport aux éditeurs, des informations qui ne sont pas connues au départ du consultant. Parce que la grande théorie des psychanalystes et des parapsychologues, avec qui du reste j'ai pu dialoguer et travailler, ce qui montre que le sujet est très complexe, va vous dire, vous êtes un très bon mentaliste ou un très bon télépathe, et vous allez puiser dans l'inconscient collectif, si on est jungien, dans l'inconscient freudien, si on est freudien, une information qui est stockée dans la psyché, ce qui est tout à fait peut-être valable dans un certain nombre de cas. Mais quand on a un descriptif d'une information qui touche le domaine de la voyance dans le futur, qui va se réaliser. J'ai un certain nombre de cas tout à fait qui ont été validés après la suite de ces expériences, ou un détail technique concernant la personne ou le vécu de la personne qui est complètement ignoré du consultant lorsqu'il consulte, et que quelques mois plus tard, ou à retrouver des dossiers familiaux ou retrouver des albums de famille, on a la confirmation de l'information. Ça, c'est très bouleversant, parce que vous voyez les gens qui sont complètement dubitatifs pendant la consultation, et comme je dis aux gens, écoutez, je vous donne, voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends, vous en prenez note, vous direz ce que ça colle à la réalité du personnage, ou soit ça peut arriver que même j'ai absolument bouleversant d'un couple qui était venu me voir, ça remonte il y a 3 ou 4 ans, où au moment où le couple s'assoit, je vois se matérialiser à côté de cette maman, un jeune homme je dirais qui à l'âge de 13-14 ans, habillé avec un t-shirt de basket jaune, me montrant sa tête, et la tête saignant et tombant brutalement. Et je lui ai dit, mais excusez-moi madame, alors, est-ce que je me permets d'attirer votre attention? Je vois, voilà, je vous demande pas d'adhérer à mon discours, je vous dis ce qui se présente. Un jeune homme d'une quinzaine d'années, avec un t-shirt jaune de basket, qui semble avoir très mal à la tête, ça saigne, il tombe, alors il a l'air d'avoir une humeur brutale, et je vois cette femme qui s'effondre en me disant, vous êtes en train de me décrire mon fils de 15 ans, qui est mort d'une rupture d'anévrisme juste au moment de commencer un match de basket. Et en plus, ça correspondait à la couleur de son maillot et ça correspondait au numéro qu'il portait. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alors oui, j'évoquais quelques souvenirs de séances de médiumnité, et pour peut-être l'illustrer aussi autrement, je peux citer le nom de la dame qui m'a donné cette autorisation. Une fois, j'ai une dame qui est venue, qui s'appelle Madame Labatte, qui est sur la région d'Astafor, et qui, je dirais, à la suite de ces consultations, posait des questions d'ordre personnel, et elle a apparemment son grand-père paternel qui se manifeste, et elle voulait avoir quelques renseignements sur son fils. Et là, notre plus grande stupéfaction, on était dans les années 2006, il dit, je vais bientôt venir le chercher, et il ajoute 2007, qui est quand même assez précis. Elle était assez stupéfaite parce que c'était un homme qui était en pleine santé, plein de projets.
le 15 décembre 2006, alors qu'il n'avait jamais souffert, il a dû être opéré en urgence de la vésicule biliaire. Lorsqu'il est revenu chez lui 15 jours après, il a fait une grosse infection, il a fait un abcès. Au mois de mai, son appétit a sensiblement diminué, il maigrissait à vue d'œil. Et le 22 août, il rentre à l'hôpital. On a fait des examens, ils n'ont jamais rien compris. Et finalement, le 9 septembre, comme elle le dit dans son témoignage écrit que j'ai sous les yeux, comme mon grand-père me l'avait dit, il est venu chercher son fils. Ce qui était le plus troublant, elle met pour compléter ce témoignage, avant le décès de mon père, nous parlions de ce contact spirituel et elle avait décidé de revenir me voir en consultation. Donc je vous situe, c'est ce témoignage date des années 2006, pour être précis, le 7 novembre. Et donc, lors de ce second entretien, à un moment donné, elle pose différentes questions et d'ordre familial et personnel. Et là, une nouvelle fois, là, le père répond, son père, qui était décédé, non plus son grand-père, son père, lui dit « Souviens-toi du 15 décembre, ce jour-là, des papiers vont se signer. Et elle met effectivement, le 15 décembre a été le jour où sa maison a été vendue. Elle met « Nous attendions depuis plus d'un an et demi l'obtention d'un certificat d'urbanisme et à la question de savoir s'il nous sera accordé un jour, l'entité répond, entre guillemets, laisse passer cette année 2007, elle n'a pas été bonne, mais autour du 20 janvier 2008, les choses vont bouger. Et elle conclut, là aussi il dit vrai, car le 19 janvier, nous avons eu confirmation que le nouveau chef de cabinet du préfet allait s'occuper personnellement de ce dossier qui a été finalement clôturé après. Bon, il ne s'agit pas du sensationnalisme, mais c'est vrai autant au niveau de la description que du prévisionnel, il y a des choses qui, comme vous l'avez dit, comme disait mon ami Jean-Jacques Charbonnier, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser véritablement des questions. Même plus que des questions, je pense qu'on a quand même quelque part des réponses, il faut quand même l'avouer. Comme on dit, faut arrêter de tourner autour du pot, parce que depuis des années, on entend des émissions du style j'y crois pas, alors qu'on a quand même des points d'appui, des sacrés points d'appui. Bon, c'est-à-dire, je rejoins tout à fait le docteur Charbonnier, et je suis tout à fait d'accord. C'est après, on commence effectivement à avoir, je dirais, des preuves et des certitudes, comme le dirait le docteur aussi Pim Van Level. Tout à fait. D'une délocalisation, alors on l'appelle de l'âme, de l'esprit, d'un champ énergétique. La conscience. Après chacun, ou pas l'inconscient, mais de la conscience de la personne. La conscience, oui, c'est ça. Et après, je laisse à toute personne qui vient me consulter, aux auditeurs. Après, là, je rejoins tout à fait le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On en est encore, entre guillemets, après qu'au balbutiement, parce que chacun, après, selon sa culture, sa religion, sa philosophie, va donner une représentation symbolique ou personnelle de cet au-delà. Mais ce qui est déjà important, c'est qu'effectivement, ce fil sensible et conducteur permet de continuer à nous relier ciel et terre. C'est déjà, et je le vois en consultation, comme le disait Jean-Jacques, bien sûr, ça ne va pas remplacer la personne qui est partie. Bien entendu. Ça ne va pas supprimer la peine, mais ça peut faire partie d'un champ pour la personne de reconstruction, de ne pas lui promettre non plus monts et merveilles, mais effectivement peut-être de changer le regard sur la vie et sur la réalité. Déjà de savoir que la vie continue, d'en avoir la conscience, c'est déjà une grande chose. D'ailleurs, le docteur Jean-Jacques Charbonnier me dit souvent, nous sommes en France spirituellement sous-développés. Tout à fait. Et là, si je peux me permettre de citer un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stéphane Alix. Oui, que nous avons ici à ce micro, oui. Un certain nombre de documentaires où j'ai modeste participé dans une série qui s'appelle Enquête extraordinaire, et j'ai entre les mains, sans faire de publicité, la dernière revue de son organisme de l'INRES, s'appelle Inexploré, et il y a un chapitre très percutant ce mois-ci, précisant que ce journal, je n'ai aucun intérêt publicitaire ni financier, est accessible au grand public dans les kiosques et dans les journaux, et par rapport à ce que vous venez de dire, il y a effectivement une terre d'accueil qui est le Brésil, où est finalement tout ce côté spirituel, spirit et médiumnique, et je dirais complètement dans un certain nombre d'hôpitaux,
complètement intégré, en plus des techniques tout à fait rationnelles et traditionnelles d'IRM, de scanner, où vous avez effectivement une fédération spirit brésilienne de médecins et dans certains hôpitaux qui effectivement continuent la possibilité de cette action à la fois énergétique et spirituelle. Oui, il faut arriver à sortir de la désinformation, des tabous religieux et médiatiques pour pouvoir enfin avancer. Tout à fait. Et ça, c'est important. D'ailleurs, Jacqueline Bousquet, qui nous a quittés récemment, le disait souvent, elle a repris les travaux d'Émile Pinel sur les champs informationnels, sur le champ unitaire ultime dont on fait partie, qu'on appelle dans la tradition Dieu, et elle le démontre mathématiquement. Oui. Il y a la science quantique aussi. Ah oui, disons que là c'est un domaine qui m'échappe complètement, mais c'est vrai que les travaux de pointe à ce niveau-là vont effectivement, après, chaque scientifique propose un modèle informatique ou mathématique. Bon, après, je pense que, moi je vais au maximum pour simplifier. Les spirites appellent effectivement ces différents corps, le père-esprit avec ses différentes couches. Bon, après, l'important c'est, moi je le vois au quotidien quand les gens m'appellent ou qu'ils viennent me voir, ils vont au-delà, si vous préférez, de la théorie. On est dans un moment, pour un certain nombre de personnes, on est vraiment dans le sensitif, on est dans l'émotionnel. Après, la formulation théorique, je vous avoue, ça m'échappe un peu et ça échappe complètement à la personne. Quand effectivement, je vois une maman ou je vois un papa ou un couple qui viennent, qui ont perdu dans une tragédie leur enfant ou leurs parents et qu'ils peuvent rétablir. Disons que, pour donner une image parlante peut-être aux personnes qui m'écoutent, bien sûr, elle est un peu schématique, mais c'est vraiment un peu comme ce qui se passe dans le film qui s'appelait L'Au-delà, ou un autre film à la fois que je pense qu'un certain nombre de personnes connaissent, qui était le film Ghost. Ah oui, excellent film. Je pense que dans ce film, vous avez tout dedans. Enfin, il y a tout, oui. C'est-à-dire qu'il y a les phénomènes de télékinésie, de psychokinèse, le côté charlatan, parce qu'il y en a aussi malheureusement. Ouais. Il y a un peu de tout, effectivement. Parce que ce que je dis souvent aux consultants qui viennent, moi j'essaie de me mettre en état de réceptivité, mais c'est pas moi qui mène le bal. Et quand vous voyez dans le film Ghost, entre guillemets, cet homme qui est décédé, qui veut rentrer en contact absolument avec sa jeune fiancée, je dirais que il y a trois éléments. Il y a le médium, il y a le consultant avec ses attentes et ses projections, et le défunt avec sa sensibilité, si je peux dire son père-esprit ou son corps énergétique, qui doit aussi, entre guillemets, s'adapter, comme on le disait au départ de notre entretien, à la fréquence où il se trouve, si on utilise ce mot-là, et de trouver effectivement le ou les médiums dont il va être le plus proche, avec qui il va pouvoir éventuellement établir un contact. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous parlons de médiumnité, c'est la clé du mystère, et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Le Gall. Pour en revenir à l'aspect scientifique, on sait aujourd'hui que finalement même le monde physique n'existe pas en tant que tel, que ce sont que des vibrations, de l'information. D'ailleurs, je renvoie encore les auditeurs aux conférences de Jacqueline Bousquet, qui explique ça merveilleusement bien. On pourrait parler aussi des NDE, avec Jean-Jacques Charbonnier, on en parle souvent. Bon, le cas Pamela Reynolds, quand même, là, bon, on peut pas continuer à dire j'y crois pas, est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est ici et ça, faut prendre position à un moment donné, hein. Ah oui, non, mais je crois que c'est un des rares. Bon, il y a aussi le docteur Postel. Oui, absolument. Mais c'est vrai que maintenant,
commence à venir discrètement et monter au créneau, effectivement, et je rends vraiment hommage, j'en profite à mon ami, un petit clin d'œil aujourd'hui au docteur Charbonnier. C'est vrai qu'il trempe la chemise et qu'il n'a pas peur. Bien sûr, comme il disait au départ, j'ai commencé par des romans un peu d'anticipation, mais de vraiment maintenant, de ne pas avoir honte de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Alors, faudrait mieux valider les acquis que l'on a aujourd'hui pour que la science travaille plus en avant. Justement, à partir de ces preuves, parce que on peut appeler ça des preuves, hein. Aujourd'hui, il faut quand même le dire. Comme nous en avions parlé dans notre entretien préalable à cette émission, je crois qu'il y a, sans rentrer dans les termes barbares, ce phénomène malheureusement psychologique que rappelle souvent mon ami le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est le phénomène de dissonance cognitive. Alors pour mes éditeurs, pour faire simple, effectivement, pour simplifier, c'est effectivement que dès qu'on donne par rapport à un système, que ce soit scientifique ou religieux, tel qu'il soit, une nouvelle information qui ne rentre pas, entre guillemets, dans le tiroir, eh bien, comme disait Schopenhauer, eh bien, au départ, elle est complètement rejetée, elle est ridiculisée, elle est diabolisée, jusqu'au moment où on commence à se poser des questions pour finalement, en temps et heure, l'accepter. Oui, aujourd'hui, ces gens-là, finalement, ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des scientistes. Voilà, mais ça fait, je peux comprendre aussi, ça serait très long à nouveau à développer, mais je me permets de faire une petite parenthèse. Dans un autre champ d'action de mes activités en tant que magnétiseur, j'avais eu la chance, il y a un certain nombre d'années, dans les années 83-84, de faire, sous la responsabilité d'un scientifique qui est maintenant à la retraite, qui est le professeur Yves Lignon, qui avait un département de recherche de l'université de Toulouse de Mirail, un département privé, je précise, de parapsychologie, et nous avions eu la chance, par l'intermédiaire de Michel Pollack, qui animait une émission qui s'appelait Droit de réponse, après de multiples péripéties, de faire une expérimentation basique de magnétisme sur des pots de plantes à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, qui ont donné des résultats très bouleversants. Et le problème, c'est que feu ce professeur décédé maintenant, qui était le professeur Schwarzenberg, me disait à l'époque, Monsieur Le Gall, ça me pose un gros problème, parce que je suis en train d'observer ce qui est en train de se passer. Et moi, je lui disais, mais avec tout le respect que je dois, parce que c'était quand même quelqu'un qui avait fait un énorme travail. J'ai dit, mais écoutez, monsieur le professeur, ça n'a pas à vous effrayer. On est complémentaires l'un et l'autre. On ne fait que élargir le champ de nos connaissances. Tout à fait. Et je crois que il faut avoir l'humilité, l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas, qu'on se pose des questions, qu'il faut avancer effectivement avec du discernement et prudemment, et qu'effectivement, eh bien, des choses que nous ne connaissons pas, et que ce n'est pas contradictoire par rapport à ce que vous connaissez. Ça élargit seulement le champ de connaissances. Mais aujourd'hui, sous couvert d'une extrême prudence, ça permet à ces gens-là, enfin à certains, moi je les appelle les scientistes, hein, à ces gens-là de se cacher, puis de dire encore une fois, ça n'existe pas, et puis on repart encore dans un cycle infernal. Les vrais scientifiques, ce sont des découvreurs, c'est ceux qui font qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a la télévision, où on a ci, où on a ça. Oui. Il y a quelques siècles, on aurait parlé de télévision, vous aurez brûlé en place de grève. Hein. Tout à fait. Mais je crois ce qui touche aussi le problème, que ce soit d'ordre religieux ou d'ordre politique, c'est qu'effectivement, c'est tous les enjeux qu'ensuite ce genre de découverte fait. Et c'est vrai que peut-être par rapport à certaines personnes, eh bien par rapport à leur nomination personnelle, leur carrière, l'institution, effectivement, ils font profil bas, parce qu'effectivement, ça risque autant au niveau familial qu'au niveau financier que professionnel de leur coûter. J'en avais parlé mais maintenant de nombreuses années, quelqu'un avec qui j'avais travaillé et dialogué, qui était le professeur Rémi Chauvin, le célèbre ethnologue qui avait travaillé sur les fourmis et les abeilles, qui était professeur d'université et enseignant à la Sorbonne. Je vous parle il y a plus de 30 ans de cela, et qui avait sorti à l'ouvrage en 1984 un ouvrage aux éditions du Rocher qui s'appelait « Quand l'irrationnel rejoint la science ». Et lorsque nous dialoguons ensemble, il avait effectivement dans sa chaire de recherche des étudiants qui voulaient faire des thèses de parapsychologie. Je vous parle, on est dans les années 80, et qui leur disait à ces étudiants, écoutez, si vous voulez être sûr de terminer votre cursus, de trouver un travail et d'avoir un job après, je vous conseille
très fortement. Vous pouvez avoir une conviction personnelle, mais si vous allez dans cette direction-là, excusez-moi, vous allez vous casser la gueule et vous allez avoir votre carrière brisée. Oui, c'est ce qu'on avait dit à Jacqueline Bousquet, qui était directrice du CNRS à l'époque. On lui avait dit oui, tu as raison, mais tais-toi. Voilà. Hein, alors voilà. Donc, c'est pas de la science. On n'est pas dans vraiment la rigueur scientifique. Eh oui. Hein, et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut dire haut et fort ce qu'il en est, que la Terre n'est pas plate, finalement. Oui, il faut avoir le courage, et le courage médiatique aussi de le faire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on veut pas que les gens réfléchissent, on les conditionne dans une espèce de non-savoir, on les tire vers le bas pour justement que la société de consommation, qui est vraiment moribonde aujourd'hui, continue. Tout à fait. Et faut-il encore que lorsque les propos sont recueillis par des journalistes, et sans épiloguer, Jean-Jacques Charbonnier vous en parlerait mieux que moi, malheureusement, de certains déboires qu'il a eu avec certaines chaînes que je ne citerai pas et certains journaux que je ne citerai pas, qui ont malheureusement transformé, l'ont un peu ridiculisé et même complètement transformé les propos qu'il disait. Oui. C'est pour ça que je suis toujours très prudent. Je ne parle pas de vous, mais en général, depuis plus de 30 ans que je côtoie ce milieu à la fois universitaire, scientifique, mais aussi médiatique, journalistique, télé et radio, de faire très attention où je mets les pieds, parce qu'on travaille avec ses tripes, on travaille avec son cœur. Exactement. Et des fois, on est très surpris qu'en regardant le petit écran, hormis, je me permets de le rappeler, cette série documentaire Enquête extraordinaire de Stéphane Alix, où rien n'a été transformé, où tout a été dit avec clarté, sans montage, voilà. Et c'est vrai que c'est rare de trouver, de pouvoir, comme vous, avoir un dialogue honnête, franc, ouvert. Après, les gens, ils en pensent, comme je dis aux gens, après les gens, ils en pensent ce qu'ils en veulent, mais qu'au moins l'information soit donnée le plus honnêtement possible. C'est aux gens de s'ouvrir aussi, de faire l'effort de compréhension, de comprendre les choses. D'ailleurs, vous me parlez de Stéphane Alix sur M6, c'est la seule émission que j'ai pu regarder qui tienne la route, c'est la seule. Sans vouloir non plus en rajouter des couches, il y en a quand même un. Je me permets d'en parler parce que j'y ai participé. Il y avait du reste Stéphane Alix à l'époque c'est Damien Amoussi qui faisait une émission qui traitait du paranormal, les soirées du paranormal, où là nous sommes retrouvés un soir du reste avec le docteur Thierry Janssen, effectivement Stéphane Alix et moi-même sur le thème des guérisseurs et des magnétiseurs. Et là, une nouvelle fois, c'était dans la même dynamique qu'effectivement dans l'ouverture, dans le respect et dans effectivement le dialogue. Et c'était sur quel média? C'était sur quelle chaîne? Direct 8. Oui, bon. Direct 8. Mais c'est je dis pas ça pour faire de la pub. Non. Je dis ça simplement, il faut avoir l'honnêteté de dire que certaines personnes ont fait et font en temps et heure quand même leur travail d'une façon objective. Mais depuis des années, on peut dire que c'est quand même un minimum d'informations objectives qui passent à la télé, Oui. Je vois que très souvent, sans prétention, on m'appelle Monsieur Le Gall, une interview, télé, radio et tout. Je suis très, 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 très prudent. Très prudent, parce que, comme on dit, on n'a jamais forcément, en termes techniques, les rushs télévisuels ou effectivement les bandes qui vont passer au niveau radio. Mais bon, ça se démocratise. Il y a quand même des gens comme vous, comme d'autres, qui quand même, je dirais, trempent la chemise et essayent de donner une info. Moi, je pense qu'il est déjà important, c'est de transmettre l'information. Oui, exactement. Après, c'est les gens qui font une introspection personnelle. Je ne suis pas là avec vous pour vendre de l'au-delà. Non. Nous, on est là pour informer, parce qu'il y a des gens qui font un travail magnifique. Bon, je cite beaucoup Jacqueline Bousquet parce qu'elle était quand même bousculée et c'était quand même une tête. Jacqueline Bousquet, c'était quelqu'un. Il y en a d'autres, évidemment. D'ailleurs, tous ceux qui participent également, français ou étrangers, au grand colloque de Sonia Barcala, par exemple, ce sont des gens hors pair qui font un travail magnifique. Il faut en parler de ces gens-là. On n'en parle jamais. Oui. Donc maintenant il faut mouiller la chemise. D'ailleurs, les auditeurs ne sont pas dupes. Les auditeurs, ils comprennent qu'on leur sert de la soupe au bout d'un moment. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut informer. Oui, et je crois que je vous remercie justement de ce partage depuis tout à l'heure où effectivement on peut donner des informations aux personnes. Après, libre à eux d'en prendre ce qu'ils en veulent et d'en faire ce qu'ils en veulent, mais au moins de donner des informations le plus objectives possible. Vous savez que les gens sont plutôt perdus par la non-information, ils sont très demandeurs d'explications. Je m'en aperçois, mais seulement je m'aperçois qu'effectivement au quotidien, les gens vont mal,
se pose beaucoup aussi de questions. Ouais. Seulement, c'est vrai que dans ce domaine-là, sans jouer les gourous, c'est vrai qu'il y a de tout. Malheureusement, il y a de tout. Et c'est pas forcément évident de faire la part entre quelqu'un qui essaie de faire effectivement tant sur le plan scientifique que tant sur le plan de son travail personnel, et bien de travailler avec une éthique et avec son cœur. Oui, ça c'est encore un autre domaine. Tout à fait. Jean-Marie Le Gall, est-ce que vous donnez des conférences à Paris? Eh bien, écoutez, là, dans l'immédiat, non. J'ai levé un peu le pied depuis 2 ans parce que j'allais dans un certain nombre d'associations tout simplement et bénévolement partager mon aventure personnelle. Mais là, non, pas dans l'immédiat. D'accord. Alors, vous avez un site internet où l'on peut vous retrouver? Alors, je précise, j'ai un site, je vais vous avouer, je suis un néophyte complet de l'informatique. C'est une personne qui s'occupe de mon site. Donc, j'ai effectivement un site que je dirais un site de présentation, si je peux me permettre de le donner. Allez-y. Qui est le www. tout en minuscule et attaché Jean-Marie Legall, Legall.com. Je précise que c'est un site qui est non payant. Oui. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site, il y a effectivement un espace radio, d'émissions de radio, un peu d'extraits de télévision, d'articles de presse, de témoignages de personnes qui sont venues me consulter, d'articles divers. Voilà, c'est pour se présenter. Voilà, comme à titre d'information. Mais je précise, par contre, je n'ai pas d'email. Important. D'accord. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Eh bien, je crois que c'est qu'il faut garder l'espoir. Il faut, dans ces temps un peu difficiles, rester positif, garder espoir. Et je crois que par rapport justement à ces moments difficiles que nous pouvons avoir, de dire que la réalité que nous voyons n'est peut-être que comme un iceberg, on ne voit qu'une partie de la réalité, que cette réalité est beaucoup plus complexe que cela, et que peut-être notre vie sur Terre, après à chacun d'y trouver ce qui lui correspond le mieux, mais vaut le coup d'être vécu, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que surtout savoir que peut-être en son âme et conscience, que peut-être effectivement le rideau ne tombe pas uniquement à la fin de la mort de notre corps physique, et que nous allons peut-être découvrir d'autres horizons. Oui, et puis on s'aperçoit que finalement c'est nous qui sommes morts. Oui, mais je crois qu'il y avait un maître zen qui disait cette belle parole: il vaut mieux mourir en s'éveillant que dormir toute une vie. Tout à fait. Il faut rester dans l'ouverture en tout cas. Voilà, l'ouverture, l'humilité, la prise de conscience et avancer, mais voilà. C'est peut-être un peu simple comme message, mais et surtout garder l'esprit ouvert, au sens propre comme au sens figuré. Savoir se remettre en question et se dire peut-être par rapport aux questions que nous avons évoquées, pourquoi pas. Sinon on sera encore comme les hommes des cavernes. Hein. Oui. Jean-Marie Le Gall, merci d'avoir participé ce moment avec nous, et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Merci beaucoup de ce partage. À très bientôt. Fréquence Évasion.